Bien le bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « La fille et le loup ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je souhaiterais te poser quelques petites questions. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? Fais un gros bisou à tes parents? Attrapé ton doudou? Bien, à présent, installe-toi confortablement dans ton lit. Ferme les yeux et laisse-toi bercer par le son de ma voix. Aya, une petite fille au sourire timide et aux yeux pétillants, redoutait une chose plus que tout, le noir. Chaque soir, juste après le baiser de bonne nuit de ses parents, elle attrapait sa lampe de poche rose, glissait sous sa couette et l'allumait. La lumière réchauffait son petit monde, créant un cocon rassurant où rien ne pouvait lui faire peur. Mais dès que la lumière s'éteignait, le noir envahissait la pièce comme une vague silencieuse. Les meubles dansaient dans l'ombre, les rideaux murmuraient des secrets invisibles, et Aya avait l'impression que même les jouets la regardaient. Alors, elle serrait sa lampe de poche encore plus fort, jusqu'à ce que le sommeil la rattrape. Elle avait essayé d'éteindre la lampe, juste une fois, mais l'obscurité lui semblait immense, comme si elle allait l'avaler. C'était trop effrayant. Et puis, il y avait ce silence, un silence si profond qu'il faisait presque du bruit. Aya ne savait pas pourquoi elle avait si peur, mais tout lui semblait plus grand, plus mystérieux quand les lumières étaient éteintes. Elle se demandait si d'autres enfants ressentaient la même chose, mais n'osait pas en parler. Après tout, à son âge, tout le monde disait qu'il fallait être grande et que les grands n'avaient pas peur du noir. Ce soir-là, comme toujours, elle serra sa lampe de poche sous la couette, prête à affronter une autre nuit, sans savoir que quelque chose de différent allait se passer. Dehors, le vent soufflait doucement. Et dans ce souffle, Aya entendit un son étrange, des pleurs. Aya resta immobile, son cœur battant fort sous la couette. Elle éteignit sa lampe de poche pour mieux écouter. Oui, c'était bien des pleurs, doux mais tristes, qui semblaient venir de dehors, juste sous sa fenêtre. Curieuse, elle se glissa hors de son lit et avança à pas de loup jusqu'à la fenêtre. Elle écarta doucement le rideau et regarda dehors. Là, sous l'arbre, à la lueur de la lune, elle aperçut une petite silhouette recroquevillée. Ses oreilles pointues et sa fourrure grise brillaient légèrement sous les étoiles. C'était un loup, un petit loup qui pleurait doucement, tremblant dans la nuit. Aya hésita un instant. Elle savait que les loups pouvaient être effrayants, mais celui-ci semblait plus effrayé qu'effrayant. Finalement, sa curiosité l'emporta. Ouvrant la fenêtre, elle chuchota. « Et pourquoi tu pleures ?» Le loup leva les yeux, surpris, mais ne bougea pas.
J'ai peur du noir, répondit-il entre deux sanglots. C'est si grand et je me sens tout petit. Aya sentit son cœur se serrer. Elle comprenait parfaitement cette sensation. Sans hésiter, elle lui tendit la main. « Tu veux venir ? J'ai une lampe de poche. Sous ma couette, il n'y a jamais de noir. Tu verras, on se sent mieux à deux. » Le petit loup hésita, puis se leva lentement, ses pattes tremblantes. Avec un petit bond, il grimpa par la fenêtre dans la chambre d'Aya. Ils se faufilèrent sous la couette ensemble et Aya alluma sa lampe, projetant un doux halo de lumière autour d'eux. Pour la première fois, ni Aya, ni le loup ne se sentaient seuls dans l'obscurité. Sous la couette, dans leur petite bulle de lumière, Aya et le loup se regardèrent timidement. Le loup avait de grands yeux brillants, encore humides de larmes, et une fourrure toute douce. Il renifla doucement avant de parler. « Je m'appelle Lupi, » murmura-t-il. « Et toi ?»« Moi, c'est Aya, » répondit-elle en souriant. « Pourquoi tu as si peur du noir ?» Lupi baissa les yeux, gêné. « La nuit, tout devient si grand, si différent. Les arbres font des ombres effrayantes et les bruits de la forêt, on dirait qu'il y a des monstres partout. » Aya hocha la tête. Elle comprenait exactement ce qu'il ressentait. « Moi aussi j'ai peur des ombres, » avoua-t-elle. « Mais avec ma lampe de poche, je me sens en sécurité. Et puis, je me raconte des histoires pour oublier la peur. Tu veux que je t'en raconte une ?» Lupi hocha la tête, ses grandes oreilles frémissant d'impatience. « Il était une fois, » commença Aya, « un petit loup courageux et une fille intrépide. Ils vivaient dans une forêt enchantée, pleine de mystères. Mais eux n'avaient plus peur du noir, parce qu'ils savaient que, tant qu'ils étaient ensemble, rien ne pouvait les effrayer. » Lupi écoutait, fasciné, les yeux grands ouverts. À mesure qu'Aya racontait son histoire, il se sentait de plus en plus rassuré. Peut-être que le noir n'était pas si effrayant après tout. Sous la couette, entourés par la douce lumière de la lampe, ils continuèrent à se raconter des histoires. Et, peu à peu, le noir qui les entourait sembla moins grand, moins menaçant. Aya et Lupi ne se sentaient désormais plus seuls. Aya et Lupi étaient blottis sous la couette, leur petite lumière douce projetant des ombres réconfortantes sur les murs. Aya aimait inventer des histoires, et avec Lupi à ses côtés, son imagination s'envolait encore plus haut. « Maintenant, c'est ton tour, » dit-elle en souriant. « Raconte-moi une histoire, Lupi. » Lupi hésita. Il n'avait jamais raconté d'histoire avant. Mais, inspiré par le courage d'Aya, il prit une grande inspiration et commença. « Il était une fois un loup qui avait peur du noir. Mais un soir, il rencontra une fille magique. Elle avait une lampe de poche qui pouvait faire apparaître des étoiles, même sous sa couette. » Aya éclata de rire, car elle aimait déjà cette histoire. Ensemble,
ils décidèrent de créer une lumière si forte qu'elle pourrait illuminer toute la forêt. Continua Lupi, s'animant. Ils fabriquèrent une lampe de poche spéciale remplie de poussière d'étoiles. Et chaque nuit, ils allaient dehors pour éclairer le chemin des autres animaux qui avaient peur. Aya écoutait, émerveillée, en imaginant leur forêt illuminée comme un ciel étoilé. Soudain, une idée lui vint. Et s'ils découvraient que la vraie lumière n'était pas dans la lampe mais dans leur cœur, proposa-t-elle. Une lumière invisible mais toujours présente qui les protège où qu'ils aillent. Lupi sourit largement. Oui, une lumière qui ne s'éteint jamais, même quand il fait tout noir. Sous la couette, les deux amis se regardèrent. Ils comprirent qu'ils n'avaient plus besoin de leur lampe de poche. Leur amitié suffisait à les éclairer, même dans les nuits les plus sombres. Cette nuit-là, Aya et Lupi continuèrent à se raconter des histoires jusqu'à ce que la lampe de poche commence à clignoter. La lumière, si rassurante, vacillait dangereusement. « Oh non !» murmura Aya. « Les piles sont presque à plat. » Lupi la regarda avec inquiétude. Sans la lampe, le noir reviendrait, et avec lui, toute leur peur. « Oh, qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Lupi, sa petite voix tremblante. Aya, elle aussi inquiète, se redressa. Mais une idée la frappa soudain. Et si ils n'avaient plus besoin de la lampe de poche? Peut-être que la lumière qui les avait réconfortés était déjà en eux. Elle éteignit doucement la lampe, plongeant la chambre dans une obscurité totale. « Fais-moi confiance, Lupi, » dit-elle en souriant dans le noir. « Ferme les yeux. » Lupi, d'abord hésitant, ferma lentement ses paupières. Ensemble, ils restèrent silencieux, écoutant le calme de la nuit. Et dans ce noir complet, un phénomène surprenant se produisit. Aya et Lupi pouvaient toujours voir des choses, mais pas avec leurs yeux. Dans leur esprit, des étoiles brillaient. Des créatures fantastiques dansaient autour d'eux. Et un doux halo de lumière les enveloppait. « Tu vois ça aussi ?» demanda Lupi, ébahi. « Oui, » chuchota Aya. « C'est notre lumière intérieure. Elle est toujours là, même quand tout est noir. » Ils réalisèrent alors que cette lumière invisible était encore plus forte que celle de la lampe de poche. Blottis l'un contre l'autre, Aya et Lupi se laissèrent bercer par leur propre lumière. Ce n'était plus le noir qui les entourait, mais leur amitié, lumineuse et éternelle. Le lendemain soir, Aya et Lupi se retrouvèrent à nouveau dans la chambre. Mais cette fois, quelque chose avait changé. La lampe de poche d'Aya, habituellement la première chose qu'elle attrapait, resta éteinte sur sa table de chevet. « Tu penses qu'on peut essayer sans la lampe ?» demanda Aya, un sourire timide aux lèvres. Lupi regarda l'obscurité de la pièce. Son cœur battait un peu plus vite, mais il se souvenait de la lumière qu'ils avaient trouvée en eux. Alors, il hocha la tête. « Oui, je crois qu'on est prêt, » répondit-il avec un petit frisson d'excitation. Aya se glissa sous la couette, suivie de près par Lupi. Cette fois-ci,
Il n'y avait que la nuit autour d'eux. Pas de lampe, pas de lumière extérieure, juste eux deux dans le noir. « C'est étrange, » murmura Lupi. « Mais je n'ai pas peur, pas du tout. »« Moi non plus, » ajouta Aya en souriant dans l'obscurité. Ils fermèrent les yeux et dans leur esprit, la lumière qu'ils avaient imaginée la veille se mit à briller encore plus fort. Ils se racontèrent des histoires sans même parler. Leurs pensées dansaient entre elles, créant des mondes où ils volaient parmi les étoiles et couraient sous des cieux illuminés. « On n'a plus besoin de la lampe, » chuchota Lupi. « Non, » confirma Aya. « Parce qu'on a appris que la lumière était déjà là, en nous. » Ils s'endormirent, le noir tout autour d'eux, et avec un sentiment de paix profonde. Le noir n'avait plus de pouvoir sur eux. Aya et Lupi avaient découvert quelque chose de bien plus fort, la lumière de leur amitié, toujours présente, même dans l'obscurité la plus totale. C'était une belle journée dans la forêt. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient et Boucle d'Or se promenait tranquillement. Elle aimait ces moments paisibles où tout semblait parfait. Mais pas pour le loup. Lui, il s'ennuyait. « Je m'ennuie, Boucle d'Or !» dit-il en traînant les pattes. « On pourrait faire quelque chose de drôle, non ?» Boucle d'Or regarda autour d'elle. Tout était calme, trop calme. « On pourrait lire un livre ?» proposa-t-elle en souriant. Le loup fit une grimace. Lire un livre ? Bof ! Il voulait de l'action. « Et si on faisait un concours de bêtises ?» lança-t-il soudainement, ses yeux pétillants d'excitation. Boucle d'Or le regarda, un peu inquiète. « Un concours de bêtises ? C'est vraiment une bonne idée ?» « Bien sûr !» répondit le loup en sautillant. « On verra qui est le meilleur pour faire des bêtises. Moi, je suis sûr de gagner !» Boucle d'Or réfléchit un instant. Après tout, un peu d'amusement ne pouvait pas faire de mal, non ? Elle haussa les épaules et se mit à sourire. « Très bien, » dit-elle. « Mais pas de trop grosses bêtises, d'accord ?» Le loup était déjà parti en courant, prêt à commencer. Boucle d'Or soupira en souriant, sachant bien que la journée ne serait plus aussi calme. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce que ce loup préparait et si elle allait vraiment gagner ce concours farfelu. Le jeu était lancé et Boucle d'Or se tenait prête à relever le défi du loup. Le loup était tout excité. Il courait partout, cherchant sa première bêtise à faire. Puis, il eut une idée brillante. Il grimpa en haut d'un arbre où se trouvait un gros nid rempli de baies rouges bien juteuses. Après un grand sourire malicieux, il secoua la branche. Tout le nid de baies tomba d'un coup, directement sur la tête de Boucle d'Or. Elle était maintenant couverte de jus collant et regarda le loup avec un sourire amusé. « Pas mal !» dit-elle en s'essuyant. « Mais je peux faire mieux !» Boucle d'Or chercha autour d'elle, puis trouva une grosse pelote de ficelle. Elle commença à l'enrouler autour des arbres, créant une grande toile.
un peu comme une toile d'araignée. Le loup, curieux, s'approcha pour voir ce qu'elle faisait. Soudain, sans comprendre comment, il se retrouva pris au piège dans la ficelle. Il essaya de bouger, mais il était tout emmêlé. Boucle d'Or éclata de rire. « Attrapez, loup !» s'exclama-t-elle. Le loup grogna, mais il riait aussi. Il se dégagea de la ficelle tant bien que mal et secoua ses pattes. « Bien joué, Boucle d'Or, mais ce n'est que le début !» Les deux amis riaient tellement fort que les animaux de la forêt commencèrent à les observer, intrigués. Ils voulaient voir la suite du concours. Le loup avait déjà une nouvelle idée en tête. Il n'allait pas laisser Boucle d'Or gagner aussi facilement. Le concours ne faisait que commencer et le loup était prêt à tout pour prouver qu'il était le roi des bêtises. Le loup, toujours prêt à faire plus fort, chercha sa prochaine bêtise. Il vit un sac de farine posé près d'une petite maison. Avec un grand sourire, il bondit vers le sac, le souleva et... boum! Il le renversa sur lui-même. Le loup était maintenant tout blanc, ressemblant à un fantôme. Il se promena autour de Boucle d'Or en essayant de lui faire peur. « Bouh! Je suis le loup fantôme !» dit-il en agitant ses bras. Boucle d'Or rit tellement fort qu'elle faillit tomber par terre. Un fantôme en farine! Tu me fais plus rire que peur! Elle eut alors une idée brillante. Boucle d'Or courut chercher 2 seaux remplis d'eau. Pendant que le loup jouait au fantôme, elle renversa l'un des seaux sur lui. L'eau fit disparaître toute la farine en un clin d'œil. Le loup, trempé, regarda Boucle d'Or avec des yeux ronds. « Eh bien, j'ai dû me laver plus tôt que prévu !» dit-il en secouant ses poils mouillés. Mais Boucle d'Or n'avait pas fini. Elle renversa le 2e seau sur elle-même. Maintenant, tous les deux étaient trempés, mais ils riaient tellement qu'ils en avaient mal au ventre. Soudain, les autres animaux de la forêt décidèrent de se joindre à eux. Un écureuil renversa un pot de confiture et un oiseau jeta des feuilles partout. La forêt devint un grand terrain de bêtises. Le loup sourit. « On dirait que ça devient sérieux, Boucle d'Or. Es-tu prête pour la prochaine bêtise ?» Boucle d'Or hocha la tête, déterminée. « Oh, je suis prête !» Le concours de bêtises prenait de l'ampleur. Boucle d'Or et le loup ne pouvaient plus s'arrêter. Le loup trouva un pot de peinture et, sans réfléchir, il se mit à en jeter partout. Bientôt, les arbres de la forêt étaient décorés en bleu, rouge, vert, et même les animaux avaient des taches de peinture colorées sur leur pelage. Boucle d'Or regarda tout ça, un peu inquiète. Peut-être qu'on est allé un peu trop loin, murmura-t-elle. Mais le loup ne voulait rien entendre. Il courait partout, riant aux éclats. Il attrapa un autre pot, cette fois rempli de purée, et en reversa une énorme quantité sur le sol. La purée se mit à couler, formant une rivière gluante qui commença à envahir la forêt. « Attention à la purée !» cria Boucle d'Or, essayant de ne pas glisser dedans.
La situation devenait incontrôlable. Les animaux de la forêt, qui s'amusaient au début, commencèrent à s'inquiéter. Les écureuils se retrouvaient coincés dans les taches de peinture, les oiseaux avaient de la purée sur leurs plumes, et la rivière de purée grandissait de plus en plus. Boucle d'Or regarda le loup, qui continuait de rire, sans se rendre compte du chaos qu'il causait. « Il faut arrêter, loup !» dit-elle. Le loup fit une pause, regardant autour de lui. « Oh là 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 !» dit-il en voyant l'étendue des dégâts. Mais il n'avait pas encore compris à quel point les bêtises allaient bientôt leur échapper, encore plus que prévu. Le loup, toujours plein d'idées, eut sa plus grande bêtise. Cacher tous les coussins moelleux de la forêt dans un énorme nid d'ours. Sans réfléchir, il grimpa discrètement dans la grotte de l'ours, y installa tous les coussins, puis sauta dedans avec un grand « Youpi !» Mais l'ours dormait encore, et quand le loup atterrit bruyamment, il réveilla l'ours grognon. L'ours, tout groggy et couvert de confiture, ouvrit un œil, puis deux, et se leva, pas du tout content. Le loup, réalisant son erreur, murmura « Oups !» L'ours poussa un énorme grognement et se mit à poursuivre le loup hors de la grotte. Le loup courait à toutes jambes à travers la forêt, criant « Boucle d'Or, au secours !» Boucle d'Or, qui essayait encore de nettoyer la peinture et la purée, vit le loup arriver, l'ours juste derrière. « Mais qu'as-tu encore fait ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. « J'ai juste emprunté quelques coussins !» dit-il tout essoufflé. L'ours, furieux, continuait de courir après eux. Boucle d'Or et le loup filaient à toute vitesse entre les arbres, glissant parfois dans la purée et éclaboussant les animaux autour d'eux. « On va devoir rendre ces coussins, le loup, tu sais ?» dit Boucle d'Or, en rigolant malgré la situation. « Pas de problème, mais d'abord, on court !» Les deux amis, toujours poursuivis par l'ours grognon et couverts de confiture, savaient que cette bêtise était vraiment allée trop loin. Ils allaient devoir se rattraper, si jamais ils pouvaient s'arrêter de courir. Après avoir couru pendant ce qui semblait être une éternité, l'ours finit par s'arrêter, épuisé. Il grogna une dernière fois avant de retourner dans sa grotte, laissant Boucle d'Or et le loup s'effondrer, haletants mais soulagés. « Je crois que c'était la bêtise de trop !» dit Boucle d'Or en reprenant son souffle. Le loup hocha la tête. « Ouais, peut-être !» Ils se relevèrent et regardèrent autour d'eux. La forêt était un vrai champ de bataille. Des arbres recouverts de peinture, de la purée un peu partout, des animaux avec des taches multicolores, tout était sans dessus-dessous. Les animaux qui s'étaient joints à la fête au début étaient maintenant couverts de peinture et de purée, mais ils ne semblaient pas fâchés. Au contraire, tout le monde riait. « Alors, qui a gagné ?» demanda Boucle d'Or, un grand sourire sur le visage. Les animaux se rassemblèrent et se mirent à discuter entre eux. Finalement, un petit écureuil s'avança et déclara « Boucle d'Or a gagné. Elle a réussi à s'en sortir sans se faire attraper par l'ours. »
Le loup rigola. « D'accord, je l'avoue. Tu as gagné cette fois, Boucle d'Or. Mais la prochaine fois, je serai le champion des bêtises. » « On verra bien, » répondit-elle en riant. Ensemble, Boucle d'Or et le loup commencèrent à ranger la forêt. Mais ils étaient tellement fatigués qu'ils finissaient par éclater de rire à chaque petit mouvement. Finalement, même ranger devint une nouvelle bêtise amusante. Et bien sûr, ils savaient qu'il y aura encore plein d'autres aventures et bêtises à venir. Timon le loup était le plus jeune de sa meute. Avec son pelage gris clair et ses yeux curieux, il adorait courir dans la forêt, jouer à cache-cache avec les papillons et écouter les autres loups hurler à la pleine lune. Mais il y avait un problème. Timon ne savait pas hurler. Chaque fois qu'il essayait, rien ne sortait. Juste un petit ouf, tout timide. Un soir de pleine lune, tous les loups se rassemblèrent sur la grande colline. La lune brillait si fort qu'elle semblait sourire à la forêt. Les loups levèrent leur tête et hurlèrent tous ensemble. Le son résonnait comme une belle mélodie. Timon voulut essayer, alors il prit une grande inspiration, mais un tout petit ouf se fit entendre. Timon baissa la tête, déçu. Après le hurlement, les autres loups se couchèrent en cercle, fiers de leur voix. Mais Timon se sentait très petit et très triste. Il décida de se cacher derrière un arbre pour ne pas montrer sa déception. « Pourquoi je n'y arrive pas ?» se demanda-t-il. Le lendemain matin, alors que les autres loups dormaient encore, Timon s'éloigna de la meute. Il marcha jusqu'à une grande souche d'arbre où il s'assit, la tête basse. Il pensait à la pleine lune, aux autres loups et à son petit ouf. C'est alors qu'un bruit de pas rapide retentit. Une petite souris au pelage brun sortit des buissons. Elle regarda Timon et sourit. « Pourquoi t'es tout seul, loup triste ?» Timon leva les yeux, surpris. « Je ne sais pas hurler, » répondit-il doucement. La petite souris au pelage brun, nommée Naya, était très curieuse. Elle aimait tout savoir sur tout le monde. En voyant Timon triste, elle se mit à sautiller autour de lui. « Pas de soucis, loup, moi c'est Naya, je peux t'aider » dit-elle joyeusement. Timon la regarda,
surpris. Une souris l'aider? Mais avant qu'il ne puisse répondre, Naya grimpa sur la souche d'arbre et déclara: Je connais plein d'animaux dans la forêt. On va bien trouver quelqu'un qui saura t'aider. Naya ne perdit pas une seconde et entraîna Timon à travers la forêt. Ils passèrent sous de grands arbres et traversèrent un ruisseau en sautant de pierre en pierre. Naya était si petite, mais si rapide. Timon trottinait derrière elle en essayant de la suivre. Soudain, ils arrivèrent dans une clairière. Là, étendu sous un buisson, un renard doux aux yeux pétillants les observait. « Eh bien, qu'avons-nous là ?» dit le renard, amusé. Naya se tourna vers lui. « C'est Timon, il ne sait pas hurler. Et toi, renard malin, tu peux l'aider ?» Le renard, nommé Félix, se mit à rire doucement. « Apprendre à hurler, ce n'est pas vraiment mon domaine. Mais je connais tous les secrets de cette forêt. » Il plissa les yeux et dit: « Je vous aide si vous promettez une aventure amusante. » Timon hésita, mais Naya tapota sa patte. « Allez, loup !» Et c'est ainsi que Timon, Naya et Félix, le renard malicieux, partirent ensemble dans la forêt à la recherche des secrets pour apprendre à hurler. Timon, Naya et Félix se mirent en route à travers la forêt. Naya sautillait, chantonnait une petite mélodie. Félix, lui, trottinait, son regard pétillant de malice. Timon les suivait, un peu nerveux, mais curieux de découvrir les secrets des animaux. Ils arrivèrent près d'un grand chêne où un hibou sage se reposait sur une branche. Naya s'avança. « Monsieur Hibou, Timon veut apprendre à hurler. As-tu un conseil ?» Le hibou ouvrit ses yeux dorés. « Le vent murmure à ceux qui l'écoutent, » dit-il calmement. « Écoute la brise, Timon, et laisse-la guider ta voix. » Timon ferma les yeux, essaya d'écouter le vent, mais rien. « Ça ne marche pas, » soupira-t-il. Félix, lui, éclata de rire. « Le vent! Pff. Allons voir quelqu'un de plus bruyant. » Ils continuèrent leur chemin jusqu'à une mare. Là, une grenouille chantait joyeusement en sautant de nénuphar en nénuphar. Naya, pleine d'enthousiasme, l'interpella. « Madame Grenouille, comment fais-tu pour chanter si bien ?» La grenouille gonfla sa gorge et coassa fièrement. « Là est mon secret, elle amplifie ma voix. » Timon but une gorgée d'eau et tenta de hurler. Mais une fois encore, rien ne se passa.
Félix leva les yeux au ciel. « Bon, essayons quelqu'un d'autre. » Ils s'aventurèrent alors dans une clairière où un ours énorme ronflait. Naya s'approcha doucement. « Monsieur ours, comment fais-tu pour rugir si fort ?» L'ours ouvrit un œil et grogna doucement. « Je rugis avec mon cœur. » Et il se rendormit aussitôt. Timon essaya encore, mais ne trouva toujours pas sa voix. Découragé, il baissa la tête. Félix et Naya le regardèrent un peu perplexe. « Pas de panique, Lou !» lança Naya. « Il reste plein de secrets à découvrir !» Après toutes ces rencontres, Timon se sentait de plus en plus découragé. Il n'arrivait toujours pas à hurler, malgré tous les secrets des animaux. Félix et Naya, voyant leur ami triste, décidèrent de lui changer les idées. « Je sais !» s'exclama Félix avec un sourire amusé. « Organisons un concours de hurlements !» Naya applaudit l'idée. « Oh oui, un concours! C'est amusant !» Ils rassemblèrent les animaux de la forêt, des écureuils, des lapins, des oiseaux et même une famille de castors. Tout le monde se prépara pour le concours. Naya déclara les règles. Il faut hurler le plus fort possible. Le gagnant recevra une couronne de feuilles. Les animaux commencèrent à faire des essais. Les oiseaux pépillaient en haussant la voix. Les écureuils grinçaient de leurs dents. Les lapins tapaient des pattes et les castors claquaient leur queue. Félix fit une démonstration avec un drôle de « Aouh !» qui fit rire tout le monde. Quand ce fut le tour de Timon, il prit une grande inspiration et... Ouf! Toujours ce petit ouf timide. Les animaux se regardèrent, surpris. Timon baissa les oreilles et se sentit très mal à l'aise. « Pas grave, Lou !» dit Félix en essayant de le rassurer. « On peut toujours trouver une autre idée !» Mais Timon ne répondit pas. Il se sentait ridicule. Tous ses efforts et toujours pas de hurlement. Naya s'approcha et posa une patte douce sur sa patte. « Ne t'inquiète pas, Timon, on va trouver !» Timon soupira, les yeux baissés. Il se demandait s'il apprendrait un jour à hurler comme les autres loups. Naya et Félix restèrent à ses côtés, prêts à continuer l'aventure. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de rose et d'orange. Naya et Félix emmenèrent Timon au sommet d'une colline, un endroit tranquille où le vent soufflait doucement. Naya
avait une idée. Timon, écoute ton cœur, dit-elle en posant sa petite patte sur la poitrine du loup. Ne pense pas à hurler comme les autres. Trouve ton propre son. Félix, toujours malicieux, fit une grimace et ajouta: Et ne t'inquiète pas si ça ressemble à un canard. Timon sourit un peu, mais il était toujours nerveux. Il ferma les yeux et prit une grande inspiration. Le vent caressa ses oreilles et, soudain, Timon se sentit calme. Il pensa à tous les animaux qu'il avait rencontrés, à leurs secrets et aux encouragements de ses amis. Il prit une grande respiration et ouvrit sa bouche. Au début, il ne sortit qu'un souffle léger. Naya et Félix l'encouragèrent doucement. « Encore, Timon !» murmura Naya. « Essaie encore !» Timon ferma de nouveau les yeux et écouta le vent. Il sentit son cœur battre fort et une étrange chaleur l'envahir. Il prit une grande inspiration et cette fois, un hurlement doux et mélodieux s'échappa de sa gorge. Naya et Félix se figèrent. C'était un hurlement, pas très fort, mais beau et pur. Timon ouvrit les yeux, étonné par ce son. J'ai hurlé ? demanda-t-il, incrédule. Naya hocha la tête, les yeux brillants. Oui, Timon, tu l'as fait ! Timon se sentit incroyablement fier. Il avait trouvé sa voie à sa manière. Félix lui donna une tape amicale sur la patte. « Bien joué, loup !» La nuit de la pleine lune arriva à nouveau. Timon était prêt. Il monta la grande colline avec les autres loups. Naya et Félix le suivirent de près, leurs yeux remplis d'encouragement. Les loups se rassemblèrent sous la grande lune scintillante. Le chef de la meute leva la tête et tous les autres loups firent de même. Timon, un peu nerveux, ferma les yeux et respira profondément. « Tu peux le faire, Timon !» murmura Naya à son oreille. Félix hocha la tête avec un grand sourire. Timon se sentait soutenu par ses amis. Il pensa à tout ce qu'il avait appris, à la sagesse du hibou, aux chansons de la grenouille et au rugissement de l'ours. Le chef de la meute lança le hurlement, fort et puissant. Les autres loups le suivirent et un concert de hurlements résonna dans la forêt. Timon inspira profondément. Il ne voulait pas copier les autres, il voulait être lui-même. Alors, il ouvrit la bouche et laissa sortir un hurlement. Ce n'était pas très fort, mais c'était beau et sincère. C'était le hurlement de Timon. Les autres loups s'arrêtèrent un instant
et écoutèrent ce nouveau son. Naya et Félix sautèrent de joie. « Bravo, Timon !»« Bravo, Timon !» crièrent-ils. Timon sentit une grande fierté l'envahir. Il avait réussi. Les autres loups se mirent à hurler encore plus fort, mais cette fois pour célébrer leur jeune loup. Timon les rejoignit, hurlant avec eux, heureux d'avoir trouvé sa voie. Cette nuit-là, le hurlement de Timon résonna dans toute la forêt. Il n'était plus le loup qui ne savait pas hurler, mais le loup qui avait trouvé sa voie unique grâce à l'amitié et au courage. Ce matin-là, au 34 avenue du Paradis, dans un arbre, un loup plutôt doux avait choisi pour domicile un nid. Dans cette étrange affaire, il était assis là bien droit, raide comme un i. Un corbeau qui passait par là vit le loup là dans le nid et aussitôt en informa tout le voisinage. Prévint les journaux, en parla même à la radio. Des curieux se précipitèrent au pied de l'arbre pour constater par eux-mêmes cette drôle d'anomalie. Avec tout ce raffut, le loup se sentit soudain tout petit. Des singes, des moutons, des pies, des souris, bref, en bas, tout le monde parlait de lui. « Mais qui est-ce? Un voleur? Un imposteur ?» questionna un singe. « Ce doit être un artiste, » suggéra la souris. « Ah, c'est bien la première fois que je vois un loup de si près, » dit le corbeau. « Pas vous? » Que dit-il? demandèrent les moutons, un peu sourds. Il dit qu'il y a des tonnes cette année. Il arrive de partout, souffla un singe. Je n'ai pas bien entendu, reprit une souris. On est envahi par les loups, ma bonne amie, cria un mouton. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Ils vont tous nous manger! Se mirent à hurler les moutons. Je lui trouve un air étrange, moi. Pas tout à fait d'ici, dit la pie. Ah, je dirais moi que c'est un étranger et puis c'est tout, affirma le corbeau. Vos papiers, carte d'identité, permis de conduire, empreinte de pied. On s'esclaffe, on s'échauffe, on menace. On en vint même à secouer l'arbre comme un prunier pour faire tomber le loup du nid. C'est alors que Madame Moineau, à qui personne n'avait pensé s'adresser et à qui pourtant appartenait le nid, prit la parole. Quelque chose vous dérange ? S'enquit celle-ci. Il doit rester bien des choses dans ce monde qu'apparemment vous n'avez jamais vu. Voyager, croyez-moi, l'étrange ici ne l'est pas forcément chez autrui. Les pies
les singes et les souris. Tout ce petit monde réuni ne trouva du coup plus rien à redire. Tous ceux qui voulaient secouer l'arbre comme un prunier pour faire tomber le loup du nid s'en allèrent chez eux, le museau de travers. Déçus tout de même, car on n'a pas tous les jours un loup à se mettre sous la dent. On rangea les appareils photos et les gros mots. 3 jours plus tard, on avait même oublié qu'il existait un loup là, dans un nid. Aujourd'hui, au 34 avenue du Paradis, il y a toujours cet arbre dans lequel un jour, un loup avait choisi pour domicile un nid. Chaque année, des oiseaux y font leur nid, des petits loups y font leur vie. Et voilà tout. Le grand méchant loup chemine dans la forêt à la recherche d'un enfant à grignoter. Miam. Soudain, il trouve son bonheur. Le grand méchant loup hurle de toutes ses forces. Mais la fillette ne s'enfuit pas. Ça va pas de crier comme ça? J'ai failli avoir peur. Mais tu aurais dû avoir peur normalement. Et pourquoi? Eh bien, parce que je suis le grand méchant loup et la terreur de tous ces bois et tout et tout. Plus personne n'a peur du grand méchant loup aujourd'hui. Ah oui? Et je peux savoir de qui on a peur aujourd'hui? Des vampires, avec leurs horribles dents, ce sont les pires. Ça n'existe même pas les vampires. N'empêche, ce sont eux qui nous font peur. Mais si personne n'a plus peur du grand méchant loup, qu'est-ce que je veux devenir moi? Ben, je sais pas. Un loup normal. Tu veux dire un loup qui ne sait pas marcher debout et qui ne parle pas? Oui, c'est ça. Et aussi un loup qui ne peut pas manger d'enfants, même pas de temps en temps? Tu veux un biscuit? Non, merci. C'est gentil, mais je ne veux pas. Et voilà, je suis le dernier des grands méchants loups. Et je ne le savais même pas. Quelle tristesse. Dis-moi, que fais-tu toute seule dans la forêt? Tu n'as pas d'amis? Non. Pourquoi? Eh oh! Je t'en pose des questions? D'habitude, c'est moi qui crie comme ça après les enfants. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Bon débarras. Salut la puce. Encore toute seule dans ton coin. Alors, tu as vu passer une sorcière ou un ogre? Comme dans ces histoires pour bébés que tu adores. Figurez-vous que je parlais avec le grand méchant loup. N'importe quoi. Et
Je peux jouer au ballon avec vous? Toi, dans notre équipe? Pourquoi pas ta grand-mère tant que tu y es? Pour jouer dans notre équipe, la puce, il faut être grand, fort et surtout très courageux. Ouh! Je suis le grand méchant loup vampire. Sauf qui peut. Tu as vu comment ils se sont enfuis? C'est toi qui m'as donné l'idée. Tu es mon ami. Tu veux jouer au ballon? Non. Je crois que je préfère jouer À la chasseuse de grands méchants loups vampires. Au secours! Je suis heureux, fou de joie même. Je connais l'adresse de la mémé. 243 rue de la Galette. Le chaperon rouge et la vieille n'ont qu'à bien se tenir. Je ne ferai qu'une bouchée d'œufs. Je m'en lèche déjà les babys. Plus malin que moi, ça n'existe pas. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Et hop, j'allume mon GPS flambant neuf. Je le programme sur la rue de la Galette. Mon ventre gargouille de bonheur. Enfin, ces deux-là ne pourront plus m'échapper. Et surtout, cette fois, je ne me perdrai pas. Tout droit. Pas de problème. Je file à toutes pattes incognito. Ni vu, ni connu. Vois-tu le loup? Montre-moi le loup. Il est où? Tournez à gauche. Youhou! 2 petits pas de loup. Quelque entrechat. Me voilà. Que fait le loup? Dis-le-moi. Tournez à droite. Faut pas que je m'en mêle les pinceaux, hein? Droite, gauche, c'est par là. Encore à gauche? Bizarre. Je suis déjà passée devant cette maison. Tiens, j'entre dans un village. Je croyais qu'elle habitait la rase campagne, la mamie. Dring, dring. Tiens, j'ai reçu un SMS du chaperon rouge. Mon petit loup, tu ne viens pas nous manger? Pour qui elle se prend, cette petite effrontée? Elle va regretter ce pied de nez. Où est arrivé le loup? Oh! Montre-moi ce que tu vois. Ouh là là! Ça fait des heures que je marche. J'ai mal aux pieds. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je n'ai pas pu me tromper. Dis-moi, combien de souris vois-tu? Et aussi, qu'est-ce qu'il est marqué sur la poubelle? Alléluia! Je suis dans les bois. Encore 500 mètres et vous serez arrivés. Douce voix, si douce à mes oreilles. Encore 500 mètres et je vais les dévorer. La petite dodue et sa mère grand au biscotto biscornu. J'arrive, mes amis. J'arrive.
Cachez-vous, le loup est de sortie. Je déboule. Qu'est-ce que je cours vite. Encore. Panne de réseau? Comment ça, plus de réseau? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouh, y a quelqu'un? Comment je vais rentrer chez moi? Et puis, j'ai peur dans le noir, moi. Hé, mémé, t'es par là? Tiens, mon téléphone remarche. Il sonne. Bah alors, mon petit loup, tu ne trouves plus la route? Pas du tout. Je me dégourdis les gambettes. Je prends l'air. Non, mais pour qui elle se prend, cette petite? Je ne me perds jamais, moi. Si on ne peut plus se promener pépère, j'avance à tâtons. J'ai l'impression d'être déjà venue ici. Il y a des drôles de bruits. Et puis ça ne sent pas bon. C'est quoi toutes ces paires d'yeux qui me regardent? Y a quelqu'un? J'allume ma loupiote. C'est qu'il fait sombre ici. Hé! Bonjour les copains! Tout doux, mes minous, tout doux. Vous n'auriez pas un chargeur par hasard? Maître Gribou était le plus vieux des Laurentides jusqu'à ces dernières années. Maussade et solitaire, il vivait en ermite dans les montagnes bleues. L'été, il se cachait au fond de la forêt. L'hiver, il traînait ses rhumatismes le long des molles courbes blanches. L'été, il se tirait assez bien d'affaire car il avait beaucoup de petits gibiers qui couraient autour de lui. Il n'avait qu'à avancer le museau et hop! Il attrapait un siffleux, un écureuil ou une perdrix. Mais l'hiver, quelle misère! Or, on était à la veille de Noël. Ce matin-là, le vieux loup sortit de son abri comme à l'habitude, pour faire tant bien que mal sa chasse quotidienne. Un froid vif le fit grelotter. Il tombait une neige fine qui collait à son poil, devenue rare, et dont les touffes formaient des îles grisâtres sur sa peau calleuse et jaune. Les flancs, collés l'un à l'autre, grimaçant sa faim, il entreprit péniblement le tour de son domaine. Son domaine. Il n'était plus bien grand, son domaine, à Maître Gribou. Ses rhumatismes et la faiblesse de ses jambes lui raccourcissaient un peu tous les jours ses tournées de chasse. Les tournées pénibles et peu redoutables de l'ancien seigneur jadis tout-puissant, comme les connaissait bien le petit gibier. La belette curieuse, le lièvre frivole, le sournois chasse sauvage, l'écureuil et la marmotte, tous de leur cachette, regardaient ironiquement passer le vieux chasseur sans flair. Un vieux hibou haut perché, aveugle durant le jour comme tous les hiboux, devinait le passage de Maître Gribou, car la branche qui encerclait ses griffes vibrait doucement alors sous les rires étouffés de l'écureuil. Après cette incursion aussi fatigante qu'inutile, accompagnée des ricanements frondeurs qui fusaient de ci de là, tout comme les autres jours,
Gribouille revint bredouille. Il allait sans doute mourir misérablement. Étendu de nouveau sur le sol glacé de son repère, l'œil mélancolique et la langue pendante, Gribouille se souvint des jours passés, des prodigieuses parties de chasse et de sa vie heureuse parmi les hordes sauvages. Il était à l'époque un puissant seigneur, autant dire un roi parmi ses frères, de taille gigantesque, couvert d'un poil roux au reflet fauve, gonflé de muscles, particulièrement au museau qu'il avait fort long et de la plus grande sensibilité. Au fait de sa force et de sa popularité, à la tête d'audacieuses bandes de loups, Gribouille semait le ravage et la terreur sur plusieurs centaines de miles. Lui et ses complices s'attaquaient à tout ce qu'ils rencontraient, chevreaux, orignaux, voyageurs perdus dans la forêt. Il osait même assaillir les ours isolés. Mais ça, c'était avant de vieillir. Avant la solitude. Partout, cet aventurier de Gribouille avait roulé sa bosse. Il avait parcouru les steppes désertes de Sibérie, où il avait failli laisser ses os à cause du froid glacial de cette contrée et de ses grands déserts de neige. Il avait longé les côtes du Labrador, foulé la toundra, exploré les forêts du nord de l'Ontario et du Québec, de la baie James au lac Saint-Jean. Il se vantait même d'avoir vu des montagnes dont les pics crevaient les nuages. Mi-gelé dans son mauvais abri, Gribouille ne pouvait se rappeler sans une grande émotion les repas pantagruéliques de sa jeunesse vagabonde. Ce qu'il avait englouti de ragoûts, de poulardes braisées, de huards poêlés, de moineaux cloutés, des hiboux pochés, des pigeonneaux en estouffade, des dindonneaux en chaussons, des canetons au navet, des oies en pantoufles, des pintades à la bohémienne, des alouettes en salmis, des grives à la bonne femme, des perdreaux en crapaudine, des grenouilles à la commère, des selles de chevreuil et des côtelettes de renne souvent agrémentées de toute la carcasse. Comment trouver un peu de nourriture? Fini les plus gros morceaux, les meilleures proies. Gribouille n'avait donc plus qu'à se creuser un trou dans la neige pour y mourir. C'est à ce moment qu'il lui vint une idée. Dans un suprême effort, il se rendrait jusqu'au village le plus proche, puisque le gibier libre de la forêt n'était plus pour lui. Il se contenterait dorénavant, comme les chiens, des restes de la table des hommes. Aussitôt décidé, le vieux loup se mit en route péniblement. Il marchait encore quand le soleil éploya ses longs rayons sur la neige rougie. Poussé par sa faim plus forte que les arbres, la neige, le froid et les montagnes, toujours marchait le vieux loup. Cela dura longtemps. Soudain, entre les arbres, ses yeux brûlants de fièvre virent tout en bas de la vallée papilloter des petites lumières. Un poète aurait pu les prendre pour des parcelles d'étoiles agonisant doucement dans la neige. Mais Gribouille, qui avait toujours été un loup réaliste, sut aussitôt qu'il dominait un petit village des Laurentides. Or, vous vous en souvenez, on était à la veille de Noël et d'un Noël particulièrement gai. On avait tout remué, sorti, bouleversé, frotté et cuit pour la fête.
Les ménagères s'en donnaient à cœur joie et l'on entendait, d'un bout à l'autre de la maison, que le brassage des grilles du poêle, l'entrechoquement des casseroles, la chute des ustensiles sur le parquet et la plus douce des mélodies pour les gourmets, le mijotement des volailles dans les rôtisseries. Mais tout cela n'était que préparatif extérieur à la grande fête. Il y avait toujours pour les hommes, les femmes et les enfants l'attente d'un doux et profond mystère. Chacun s'apprêtait à recevoir la grande nouvelle, la naissance du Christ. Tout était prêt. On lançait déjà les traîneaux sur les chemins enneigés et les chœurs allégés vivaient au rythme des grelots, qui dansaient des rondes de lutin sur le dos des chevaux. Gribouille descendit de la vallée. Après avoir atteint le village, il en fit plusieurs fois le tour, mais de loin, car il tremblait de peur. Il se décida pourtant à y pénétrer. Longeant avec prudence la bordure boisée d'une route étroite qui conduisait au cœur du village, Gribouille, les yeux agrandis par tant d'étrangetés, les oreilles assourdies par tant de bruit, vit passer à côté de lui les équipages les plus variés. Parce qu'il était un vieux loup expérimenté, il se rendit vite compte qu'un événement extraordinaire se préparait. Il saurait profiter de l'excitation et du va-et-vient pour voler quelques morceaux oubliés sous une fenêtre ou sur le pas d'une porte. Sa faim, cette faim qu'il portait en lui depuis des années, comme une plaie, était devenue monstrueuse. Gribouille osa s'aventurer dans les rues du village. Elles étaient désertes. La petite église bondée aux vitraux écarlates résumait pour le moment la vie du hameau. C'était dans le temps l'habituel va-et-vient des enfants de chœur de la sacristie à l'autel et de la table sainte à la sacristie. Les cierges qu'on allume, le missel que l'on place, les 1000 petits détails qu'avec soin l'on ajoute. L'étoussotement, les prières à mi-voix, le bavardage des petits et le glissement rude des chapelets sur les bancs enterraient les pas feutrés des enfants de chœur. Enfin, le prêtre parut, tout d'or vêtu et précédé de 4 enfants de chœur étouffant d'orgueil dans leur soutane écarlate. La messe solennelle commença. L'officiant chantait maintes prières en latin et là-haut, dans le clocher. La petite cloche au son faux carillonnait sans répit, les traduisant aux grands arbres nus, au toit gaiement enneigé et au loin à la noire et mystérieuse forêt vierge. Si les paroissiens suivaient pieusement la messe, ils n'en jetaient pas moins de fréquents regards vers la crèche, objet de leur affection, où reposait sur de la paille d'or un petit Jésus rose, dodu et souriant. Pendant ce temps, Gribouille promenait sa carcasse affamée de bord en bord du village. Il longeait les clôtures, frôlait les maisons et reluquait vainement aux fenêtres. Pas la moindre pâture. À croiser indéfiniment ses traces, à les suivre, les boucler, les creuser à rebours, la bête aboutit finalement au pied des marches de l'église. Par la porte entrebâillée filtrait une barre de lumière. Fasciné par cette lueur rouge et chaude, Gribouille colla son long museau dans la raie éclatante. À ce moment, le prêtre, dans son sermon,
rappelait aux fidèles cette parole de l'Évangile. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Gribouille enfonça résolument son museau dans la fente et glissa sans bruit, son corps étroit à l'intérieur du temple. Personne ne le remarqua alors qu'il se faufila sous le premier banc venu. À quelques pas de lui, dans la crèche, l'image éblouissante d'un beau bébé nu, frais, rose et dodu. Tout le reste s'efface devant cette apparition. Gribouille oublie la présence des hommes. Perdant toute prudence, d'un bond brutal, il enjambe la petite clôture et bouscule dans son atterrissage un troupeau de moutons, quelques bergers et l'âne. Aussi rapide que le saut, la déception bondit au cœur du loup. Il n'en revient pas de s'être cogné le museau à un Jésus de cire. Il est si désappointé qu'il se tient là, figé, comme un loup de bois parmi des personnages de cire et des moutons de laine. Cet exploit s'était si vite et sortait tellement de l'ordinaire que les fidèles n'avaient eu ni le temps ni l'idée de réagir. L'assemblée était paralysée d'étonnement devant pareille invraisemblance. Elle croyait vivre un conte fantastique. Quelques-uns prirent l'animal pour un chien, mais les chasseurs eurent au fait de reconnaître l'audacieux. Les cris « Un loup! Un loup !» jaillirent ici et là. Puis ce fut un branle-bas général. Les femmes s'affolaient, les enfants pleuraient et les hommes piétinaient sur place, cherchant d'instinct autour d'eux des objets susceptibles de se transformer en armes. Quand le loup eut repris ses sens et qu'il voulut fuir, il était trop tard. Une dizaine d'hommes, mains nues, mais l'air décidé, entouraient déjà la crèche. Leur silence et leur calme impressionnaient le loup, plus que tout le reste. Aussi, après un seul mouvement de fuite, comprenant que toute résistance était inutile, il s'écrasa sur le parquet, parcouru de frissons, dans l'attente du coup, qui lui ferait sauter le crâne ou lui casserait les reins. Il faisait vraiment pitié, le pauvre Gribouille, avec ses yeux hébétés qui demandaient comme une aumône pourquoi on lui avait joué un si vilain tour. Quelques hommes s'étaient saisis des rondins empilés près du poêle, s'approchèrent de la crèche pour réduire en charpie ce malfaisant animal. Gribouille tremblait encore plus qu'un chevreuil poursuivi par une bande de loups. Le prêtre, qui ne vit pas d'abord de quoi il s'agissait, n'entendant que des cris, des pleurs et des mots inarticulés, prit son verbe haut pour réclamer le silence. Le mot « loup » lui était parvenu. Il s'avança avec calme jusqu'à la crèche et demanda aux hommes qui l'entouraient de s'écarter un peu. Il jugea d'un coup d'œil l'état lamentable de la bête. Ému par cette misère, et voulant profiter de l'incident pour donner à ses ouailles une salutaire leçon de charité en guise de conclusion à son sermon, il intervint pour qu'on épargnât l'animal. Et le pasteur continua dans son langage familier. Nous sommes des créatures raisonnables, du moins nous devons l'être, et pourtant nous agissons trop souvent comme le loup. En effet, il y a un loup en nous chaque fois que nous vendons à notre frère une marchandise dévalorisée ou truquée. Montrant ensuite comment la bête était devenue inoffensive, il invita ses paroissiens à la charité, leur disant qu'ils seraient bien déçus si Dieu,
à cause de leurs péchés, les traiter avec autant de sévérité. Puis, paternel, il leur assura qu'il n'aurait rien à craindre de l'animal s'il le laissait vivre, car lui-même en prendrait charge et le garderait dans un enclos. Tous approuvèrent ces paroles, et il fut convenu que monsieur le curé porterait de la nourriture au loup après les 3 messes. Quelques hommes montèrent la garde par prudence. Le prêtre continua l'office comme si de rien n'était. De nouveau, sa voix se fondit avec le bruit des toux et des chapelets, et les 3 messes se déroulèrent dans le plus grand calme. Durant la dernière, les enfants entonnèrent les vieux Noëls traditionnels et leur rythme plein de gaieté semblait plaire au vieux loup. L'église ne se vida pas, comme d'habitude, après le dernier « Ite missa est ». Tout le monde, du plus jeune au plus vieux, voulait voir ce qui allait se passer. Personne, d'ailleurs, ne le regretta. Monsieur le curé, qui avait donné des ordres mystérieux au bédot, revint de la sacristie avec une tourtière gonflée et dorée, suivi d'un enfant de chœur portant une petite marmite fumante au bout de ses bras. Le prêtre fit signe aux hommes de s'écarter légèrement. Alors il se pencha au-dessus du petit parc et d'un geste audacieux, présenta la tourtière à la gueule bien garnie de la bête. Le loup, toujours dans l'attente du coup de grâce, n'osa même pas lever les yeux, à moitié couché dans la fausse neige de l'enclos. L'odeur subite de la viande le frappa comme un coup de fouet et lui fit brusquement lever le museau. D'un geste sûr, il happa le morceau. Ses crocs crevaient la tarte ventrue et cela faisait un bruit sec. Il lécha jusqu'aux dernières parcelles qui pendaient au poil de son museau. Et c'est alors que le vieux loup se rendit compte qu'un fait nouveau venait de se produire dans sa vie. Pour la première fois, il n'avait pas eu besoin de livrer combat pour obtenir de la nourriture. Une main douce et volontaire la lui tendait. Dompté par cette main charitable plus forte que le fouet et le bâton, l'animal l'allécha. Toute crainte disparue, une grande joie régnait dans le petit temple. Monsieur le curé se réjouissait fort de la tournure des événements. Pigeant dans la marmite, il présenta une boulette de ragoût à la bête. Dès lors, les enfants à tour de rôle voulurent offrir une boulette au loup. Gribouille n'en demandait pas mieux, n'en pouvant d'allégresse. Jamais de sa vie, il n'avait passé un aussi beau et joyeux Noël de la sorte, entouré d'amis, de chaleur et de victuailles. Et pour la première fois dans l'histoire de sa race, le loup versa de grosses larmes qui traçaient 2 lignes perlées le long de son museau. Durant plusieurs années encore, Gribouille vécut une vieillesse heureuse, libre désormais de circuler dans les petites rues du village. Il consacra le reste de ses jours à servir les hommes comme le plus fidèle des chiens domestiques et à racheter ainsi à leurs yeux les fautes de sa jeunesse. Mais on ne lui demandait pas tant. Son plus grand plaisir, c'était d'amuser les enfants et de se mêler à tous leurs ébats malgré ses rhumatismes. Qui l'eût cru ? Cet ennemi jadis cruellement sauvage et sauvagement libre était devenu un serviteur soumis. Il était une fois une petite louve du village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle. C'est ainsi qu'elle lui fit faire un chaperon rouge.
il lui allait si bien qu'elle ne voulut plus porter autre chose et qu'on ne l'appela plus que le petit chaperon louve. Un jour, sa mère, ayant cuit un gâteau, lui dit « Va voir comment se porte ta grand-mère. Porte-lui cette gourmandise. Et méfie-toi des sangliers du bois. Ils sont facétieux. » Ouh là là! Aussitôt, le petit chaperon louve partit chez sa grand-mère. En passant à travers bois, elle s'amusa à courir après les papillons. Mais Gustave, le sanglier, en apercevant le petit chaperon louve, eut une idée. Oui, oui, oui. Vite, il devrait arriver avant elle. Vite, vite! Gustave ne fut pas long à arriver à la maison de la grand-mère. Il frappe. Qui est-ce? C'est moi, Gustave. Ouvre. Salut mon vieux. Salut mamie, ça va? Ta petite fille vient te rendre visite et on va lui faire une blague. On se cache dans l'armoire et on lui fait peur. Ah oui, c'est drôle ça. Attends, je mets cette peluche dans le lit. Elle croira que c'est moi. Super. La grand-mère et Gustave, cachés dans l'armoire, attendirent le petit chaperon louve qui, quelques minutes après, vint frapper à la porte. Qui est-ce? Salut mamie, c'est moi, petit chaperon louve. Entre, c'est ouvert. Mets le gâteau sur la table et viens ici. Oui mamie. Le petit chaperon louve mit le gâteau sur la table et s'approcha du lit, où elle fut bien étonnée de l'étrange aspect de sa grand-mère. « Mère grand, que tes yeux sont écarquillés. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Mère grand, tes griffes sont vertes. Et elles sont toutes douces aussi, mon enfant. Mère grand, que tes dents sont grandes. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Pardon? Bouh! Tu penses qu'on lui a fait trop peur? Mais non. Viens voir le gâteau qu'elle a laissé sur la table. Dans le bois, le petit chaperon louve trouva l'ours chasseur. « Bonjour, ours chasseur, au secours !» Bonjour ma petite, qu'est-ce qui se passe? L'ours chasseur, suivi du petit chaperon louve, se rendit alors promptement à la maison de la grand-mère. Mais surprise! Tout était prêt pour le goûter. Miam! Mamie, tu es pire que les sangliers. Dans mes bras, mon enfant. Oh, le pauvre Gustave. Moi, c'est Renaud. Et c'est ainsi que tous se retrouvèrent autour de la table pour partager le goûter. Robert et Marcel ont 3 filles. Jacotte, Charlotte et la Grabotte. Cela fait à laver une tripotée de culottes. Une nuit que l'on dort comme des marmottes, qui sous sa couette, qui avec sa bouillotte, se produit un drame qui vous donne les chocottes. Au matin, malheur de malheur sur l'étendage, plus de culottes. Oh, plus de culottes. Les 3 petites cochonnes, tout en s'habillant de simples cottes, sanglotent. Et, pour se consoler, vont se promener en forêt, près des grottes où l'eau clapote. Dans
Dans une amusante paillote, elles aperçoivent une vieille un peu boulotte qui prépare de la compote. Miam, ça a l'air bon. Sur la tête, elle a une calotte assez vieillotte. Tous deux laissent sortir ses oreilles pointues comme des carottes. Si bizarre. « C'est ma culotte !» s'écrie Charlotte. Elle se précipite dans la paillote qui s'écroule. Véritable camelote. Oh, c'est dommage. Mais déjà, la voleuse se sauve, frôlant à peine les mottes et laissant choir la culotte. En chemin, elle croise une cabane de planches, une roulotte. Par la porte se faufile une espèce de chochotte qui porte au bras une de ces filoches qui parfois l'on tricote. Elle va au marché pour la remplir de rigottes, de biscottes. Ah, « C'est ma culotte !» s'écrie Jacotte. Elle décote une grosse bûche et pilote ses sœurs. Peu après, sur les restes de la maison de Bran, les trois demoiselles dansent la gavotte. Voilà la boulotte qui revient, un peu palote. oh non, pas encore. Elle abandonne la culotte et nos cochonnes grignotent les provisions de cette chochotte aux oreilles de carotte. Toujours cheminant, Charlotte espérant voir des marmottes, des hulottes, nos cochonnes voient à main gauche une maison de briques plutôt fiérotte, où brille une loupiote. Oh, c'est joli. Et voici encore cette chochotte aux oreilles de carotte. Elle emplit un bas de laine avec des pièces. Sûre que c'est sa cagnotte pour partir visiter Mayotte et la patrie des Cypriotes. Au fait, cette cagnotte, est-ce une chaussette ? Non. Parbleu, c'est ma culotte, se plaint Grabotte. À coups de poing, à coups de botte, elle donne sur la porte de grandes calottes. Ouh là là. Cette maison-là, pour sûr, ce n'est pas de la gnognotte. Oh non, c'est pas de la gnognotte. Pourtant, le voleur qui grelotte, ayant les chocottes, finit par ouvrir sa porte. Vu de près, ce n'est pas une boulotte, ni une chochotte. Un peu de jugeote, c'est ce grand loup tout fou, ce vieil Elliot. Voler chez toi, c'est une marotte, marmonne Charlotte. Avec nos culottes, qu'est-ce que tu fricotes, poursuit la Grabotte. Garde tes oreilles, conclut Jacotte, de peur qu'on ne te les rabote. Alors, tout le monde se bécote. On se donne rendez-vous pour manger une matelote. Les voilà tous devenus potes. Un loup qui tricote. Ne trouvez-vous pas cette fin rigolote ? Oh oui, c'est marrant. Quand je suis née, tout le clan a choisi mon prénom. Ça allait être Boubou. Ma maman a bien essayé de protester, mais rien n'y fait. Ce serait Boubou. Un point, c'est tout. Et Boubou, pour un monstre, ça le fait pas trop. J'ai grandi au milieu de monstres, tous plus effrayants les uns que les autres.
des gigantesques, avec des dents pointues, 5 pattes et un œil sur le nez, des petits très poilus avec une langue verte qui laissait partout de longs filets de barbe, et d'autres avec des yeux carrés et une bouche qui ne sentait pas très bon. Le clan, quoi. Moi, je ne ressemble pas vraiment à un monstre. Pourtant, j'en suis vraiment un. Mon gros problème, c'est que j'ai la trouille des enfants de surgir de leurs armoires ou de sous leur lit en grognant et en gesticulant. À la place, je reste planquée en tremblant. Faut pas croire, ils sont flippants, ces enfants. Ils ont l'air tout mignons comme ça quand ils dorment. Mais quand ils se réveillent, ils se métamorphosent en bêtes sauvages. Ils hurlent. Ils s'agitent dans tous les sens. Ils s'accrochent, ils bavent. Ils déchirent, ils crachent même. C'est un nounours à la retraite qui m'a raconté. Un jour, il paraît que l'un d'entre eux a tiré si fort sur son bras qu'il le lui a arraché. Vous vous rendez compte? Le pire, c'est que sa mère lui a recousu à l'envers. La cata, quoi. Moi, j'y tiens à mes pattes. C'est vachement utile pour se gratouiller le nez. En fait, j'ai des rêves plein la tête. Quand je serai grand, je me verrai bien explorateur sur Saturne, rappeur de légumes moisis, ou encore prof de rigolade. En tout cas, pas un monstre qui flanche la pétoche aux enfants. Je n'y peux rien. Je suis comme ça. Je ne le fais pas exprès. Mes parents sont trop forts en frousse, eux. Ils ont même gagné plusieurs fois de suite la coupe du pire Strumon. J'ai déjà vu des enfants devenir gris de peur devant eux. Ils sont vraiment balèzes. Ils ont ça dans les poils. Mais pas moi. Le clan me répète pourtant sans arrêt que monstre, c'est aussi mon métier, quoi. Je n'ai pas à choisir ou à vouloir faire autre chose. C'est comme ça, un point c'est tout. Et depuis des générations, il paraît. C'est pour dire. Il faudrait que j'apprenne à m'endurcir, à devenir monstrueusement monstrueux. Mais je ne veux pas avoir la peur dure, moi. Mes poils sont soyeux et mon cœur est tout doux. Un jour, Glops m'a dit: si tu ne veux pas être un monstre, tu n'as qu'à devenir l'ami d'un enfant, comme un doudou, mais vivant. Comment faire? J'ai tellement les pépettes. Glops m'a regardé en se grattant la tête. Je peux t'apprendre à les dompter. Quand on les connaît mieux, on peut arriver à les apprivoiser. Ça me tente bien, je préférerais les câliner, plutôt que de grogner tout le temps pour les effrayer. Tu dois me promettre de garder le secret, Glops. Si mes parents l'apprennent, ils me passeront à la moulinette. Promis, juré, craché. Tout s'enchaîne très vite. Chaque jour, à la sortie de la Strumon Academy, je me rends en cachette chez Glops. Il m'apprend tout sur les enfants. Les pièges à éviter, leurs bêtises, leur tendresse, leur colère, leurs moments de rire aussi. Ça me plaît beaucoup, mais j'appréhende de passer à la pratique. Et quand le grand jour arrive, je me sens tout rikiki de chez Rikiki.
Courage, Boubou, tout ira bien. Répète-le 100 fois, me lance Glops en me poussant du coude vers une maison sombre. Il m'a remis la fiche descriptive de l'enfant qui y habite. Alors, prénom, Thibaut. Âge, 5 ans et un tiers. Particularité, bête en dormant, mange ses crottes de nez. Trempé dans le Nutella. Brrr. Niveau sonore, moyen. Ronfle moins que son père, mais crie plus fort que sa grande sœur. Propreté, peut mieux faire, surtout côté slip. J'arrive dans sa chambre, sur la pointe des pattes, il est presque endormi. Il tourne la tête et ses yeux croisent les miens. Je crois bien que je vais tomber dans les courgettes. Mais je n'en ai pas le temps. Il se met à hurler. Ah! Non, n'aie pas peur. Je suis pas méchant. Je suis un monstre gentil. Je voudrais juste être ton ami. Thibaut arrête de crier et me regarde. J'en ai les poils qui tremblent. Lorsque je retrouve Glops, 1 heure plus tard, je suis fou de joie. Alors, me demande-t-il. C'était génial. On va devenir amis. On a beaucoup rigolé. On a joué à cache-cache. On a même fait un concours de rots. Je vois bien que Papy Glops est ému. Mais d'un coup, la porte s'ouvre. Maman et papa. Ouh là 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 là. Ils sont oranges de colère. Aïe, aïe, aïe. À moi la moulinette. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Boubou? Hurle papa de son énorme voix. Boubou! Dis-nous tout! Crie maman, faisant trembler les nuages. Et Glops y recule. Je sens monter les larmes. Maman s'approche, menaçante, et elle me prend dans ses bras délicatement, comme elle sait si bien le faire. Calme-toi, mon petit bout. Nous sommes au courant depuis le début. Glops nous a tout expliqué. Papa m'ébouriffe les poils et il me sourit. Tu sais, monstre grognon, ce qui compte pour nous, c'est que tu sois heureux. Et si tu préfères être l'ami des enfants plutôt que leur monstre, ça nous va. Je les serre fort et sens leur cœur battre contre le mien. Depuis ce jour-là, je suis devenu le seul monstre monstrueusement ami des enfants. Thibaut, Maria, Charlie, Aneko, Yanis et plein d'autres. Je leur apprends à faire les grimaces les plus effrayantes du monde. On fait des parties de polochon qui font tellement rire que tu fais pipi dans la culotte. Et on lance le chat pour voir s'il retombe bien sur ses pattes. On partage vraiment tout. Même nos tartines de crottes de nez Nutella. Avec Thibaut, on est devenus les meilleurs copains du monde. Notre jeu préféré, c'est d'attendre que ses parents s'endorment et surgir dans leur chambre pour leur faire peur. À nous deux, je ne vous raconte pas. Ça marche à tous les coups. Thibaut, il fait vraiment un sacré monstre. Fin de l'histoire. À bientôt.